Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Prologue. Le 24 août 1944, une grosse cylindrée, Opel, déboule à toute allure en direction de Paris. Elle est suivie d'une vingtaine d'hommes sur des chars Sherman et des Half-Track. Ville ouverte après la débâcle de 1940, la capitale de la France est occupée par la Wehrmacht depuis le 14 juin 1940. Cela fait maintenant 5 jours qu'une insurrection, menée en partie par les communistes, a éclaté dans les rues de Paris. Les Allemands, placés sous l'autorité du gouverneur militaire du Grosse Paris, le général Dietrich von Choltitz, sont complètement déroutés et tentent de maintenir leur autorité. Des rumeurs circulent sur la prochaine arrivée des Alliés, les troupes françaises du général Leclerc et les Américains du lieutenant-général Patton, pour libérer la ville. Le véhicule, volé à un général allemand, fonce vers le centre-ville en prenant la porte d'Italie. À son bord, un officier gaulliste et son chauffeur. Il traverse une cité encerclée par l'ennemi, et parsemée de barricades où à tout moment il risque d'être tué. Arrivé à l'hôtel de ville à 20h45, le premier libérateur de Paris est reçu comme un héros par le comité de libération dirigé par le professeur Georges Bidault, chef du Conseil national de la Résistance, qui s'est installé dans le palais municipal. Le lieutenant, qui appartient à la 2e division blindée du général Leclerc, est venu en éclaireur annoncer l'arrivée dans la soirée de l'avant-garde de sa division dirigée par le capitaine Raymond Dronne. Le lendemain, le 25 août, le journal clandestin Libération publie en première page ce moment historique avec une photographie de ce soldat allié, accompagné du préfet de police de Paris, Charles Luizet, au sein de l'hôtel de ville avec pour titre « Ils sont arrivés ». Et en sous-titre, le capitaine Brown de la division Leclerc sur son char Romilly est le premier Français qui arriva à l'hôtel de ville. Lancé en juillet 1941 par le réseau Libération Sud, le journal le présente comme français. Le 26 août 1944, lors du grand défilé de la Victoire, le chef de la France libre, le général Charles de Gaulle descend l'avenue des Champs-Élysées, accompagné des représentants de la résistance devant une foule en liesse applaudissant les libérateurs. C'est encore cet officier, arrivé 2 jours avant le général, qui assure sa sécurité en descendant la plus belle avenue du monde, en tête du cortège vers la cathédrale Notre-Dame de Paris. Or l'officier en question ne se nomme pas Brown ni Dronne comme l'indique la presse, mais Amado Granel. Chapitre 1 du RIF au Front populaire, ses premiers engagements. Né en 1898. Le lieutenant Amado Granel Mesado de la division Leclerc libérant Paris, le 24 août 1944, n'est pas un Français libre comme les autres. Il est espagnol. Il voit le jour le 5 novembre 1898 à Burriana, une petite ville côtière de la province de Castellón, principal débouché portuaire pour l'exportation d'oranges du pays. Ses parents, Juan Bautista Granel et Maria Francisca Mesado Monson, sont des commerçants aisés. Son père vend du bois exotique, importé directement par bateau de Guinée, la seule possession espagnole d'Afrique subsaharienne. L'affaire familiale est prospère. Comme beaucoup d'enfants de sa génération, le jeune Amado connaît une scolarité très brève et passe la majeure partie de son temps dans les hangars familiaux à écouter les voyages des marins venus des mers du Sud, importer des matériaux pour son père. Amado Granel naît dans l'Espagne des Bourbons. Alfonso XII a restauré la dynastie en 1875 en instaurant une monarchie constitutionnelle. Cette période intervient après le coup d'État du général Arsenio Martínez Campos en 1874, qui marque la fin de la Première République espagnole. Après une première partie du siècle ensanglantée en partie par les guerres carlistes, le pays retrouve une stabilité institutionnelle autour du roi. Sous son règne se constitue un État libéral. En réalité, cette stabilité politique et administrative s'avère assez fragile. La société voit naître des mouvements sociaux et politiques, issus de la révolution industrielle. La crise agraire, le retard industriel, les revendications nationalistes en Catalogne et au Pays Basque ainsi que les grèves ouvrières créent des fissures dans l'édifice bourbonien. 1898 marque un tournant dans l'histoire de l'Espagne contemporaine. L'année de naissance du jeune Valencien est aussi l'année du désastre de 98. Chasse gardée du royaume d'Espagne depuis la fin du XVe siècle,
la perte successive des divers pays composant le continent sud-américain apparaît comme un coup terrible porté à la péninsule ibérique. Le XIXe siècle est le siècle des indépendances menées par des leaders charismatiques comme Simón Bolívar ou José de San Martín. Les anciennes colonies espagnoles se lient progressivement à la nouvelle puissance émergente, au nord du continent, les États-Unis, au détriment de l'ancienne métropole. L'année 1898 sonne le glas des derniers territoires espagnols en Amérique, Cuba, Porto Rico, comme en Asie avec les Philippines, à la suite d'une guerre profondément humiliante pour toute une société. Le conflit essentiellement naval opposant les États-Unis à l'Espagne, à la suite du naufrage d'un navire américain, l'USS Maine le 15 février 1898 au large de Cuba, débouche sur une terrible défaite des Espagnols. Au traité de Paris, le 10 décembre, elle doit céder ses dernières possessions, mettant fin à plus de 3 siècles d'hégémonie en Amérique du Sud. Cette défaite va laisser des traces profondes dans le pays. Une monarchie et ses cadres face à leur destin. Amado Granell et son jeune frère Vicente passent une enfance paisible dans un pays qui tente politiquement de se stabiliser. En 1902, le roi Alfonso XIII monte sur le trône. Soucieux d'apaiser un pays en pleine mutation, il nomme l'avocat libéral Antonio Maura comme chef de l'exécutif. Afin d'éviter toute révolution, une politique de modernisation est effectuée autour d'une décentralisation plus affirmée. La neutralité de l'Espagne en 1914 n'atténue pas les tensions de part et d'autre de la société, dues en partie à une économie peu florissante. La fin de la guerre européenne, amorce d'une prospérité qui n'a véritablement profité qu'à une minorité de la population, et la baisse du pouvoir d'achat réveille un conflit social, un moment assoupi. L'année 1917 apparaît comme une année de tension et de révolte, qui montre toute la fragilité de l'édifice institutionnel espagnol. Les partis nationalistes basques et catalans se mobilisent avec les républicains et les socialistes et sèment un grand trouble dans le royaume. La révolution russe, comme dans beaucoup de pays, a un impact très important sur la classe ouvrière. La grève révolutionnaire d'août-septembre voit s'affronter les syndicats et les forces de l'ordre. Jusqu'en 1921, des foyers de contestation sociale touchent le pays du nord au sud. Ajoutée à ces crispations politiques, une grave épidémie de grippe affectant même le roi touche le pays en 1918 et fait des milliers de victimes. Le Maroc espagnol est un enjeu très important pour certains cercles dirigeants, en particulier au sein de l'armée. Encore marquée par El Desastro de 1898, elle ne participe pas aux hostilités de la guerre de 14 à 18, perdant une bonne partie de son prestige auprès de l'opinion. Une institution militaire divisée. Au sein même de l'armée, la crise économique et le problème du Maroc se font bruyamment ressentir. L'institution militaire est divisée entre les officiers africanistes, dont les avancements ont été plus rapides, et les autres. Les officiers en Afrique jouissent de promotion au mérite de guerre, sans espoir pour leurs camarades métropolitains. La stagnation dans le grade, ajoutée à l'effritement des soldes, suscite une grande rancœur. En 1917, des syndicats d'officiers, les juntes, manifestent une insubordination qui inquiète le pouvoir civil et vont jusqu'à négocier directement avec le roi, pour réclamer le rétablissement de l'avancement à l'ancienneté. Le gouvernement cède sans mesurer qu'il plante au cœur de l'armée une discorde permanente et toxique. Ainsi, de l'autre côté de la mer, le parti informel qu'on appellera les africanistes, piaffe, devant la mollesse de ce régime qu'il juge velléitaire car pliant devant les juntes et les moros. Le tertio, 10 mois pour toute une vie. En effet, la situation au Maroc est sensible. L'armée espagnole tente de conquérir la zone qui lui a été attribuée dans le nord du Maroc par les conférences internationales, contre les bandes d'Abdelkrim, lorsqu'intervient la déroute d'Anoual en 1921. Cette défaite accroît le malaise au sein de l'institution et le mécontentement du pays. Très impopulaire, cette guerre faite d'escarmouches et d'embuscades rencontre l'hostilité grandissante de l'opinion qui en cherche vainement les bénéfices et ne voit que le sacrifice de ses enfants. Présent dans le nord du Maroc depuis 1912 avec la France, l'Espagne a beaucoup de mal à pacifier cette zone, notamment le massif du Rif. Le 21 juillet 1921,
les troupes espagnoles, commandées par le général Matías Fernández Silvestre, sont encerclées puis massacrées par les troupes rifènes dirigées par leur chef politique et militaire Abdelkrim. Sur 27 664 soldats espagnols, plus de 13 363 sont tués ou blessés. C'est une humiliation pour le pays. Anoual marque un véritable tournant dans la vie d'Amado Granell. Les massacres contre les troupes espagnoles perpétrés par des hommes d'Abdelkrim et les mutilations sont relayés par la presse nationale et choquent l'opinion publique. C'est une nouvelle déroute pour l'armée. Comme un grand nombre d'Espagnols, le jeune Granell est révolté par les témoignages et les photos parus dans les journaux de l'époque. C'est un électrochoc. Encore mineur, le jeune patriote de 23 ans, que rien ne prédisposait à une carrière militaire, part, contre l'avis de ses parents, venger les centaines de milliers de soldats tombés dans le massif marocain. La guerre du Rif va être la première de ces guerres. Il s'engage en 1921 dans la Légion étrangère espagnole, le tercio numéro 2 duc de Alba. Cette unité d'infanterie légère stationnée à Ceuta est chargée de protéger l'enclave espagnole située au nord du Maroc. Arrivé au commandement militaire, Amado Granell est transféré au camp de Darkifien. Formé au maniement du fusil comme au corps à corps, il est sélectionné pour rejoindre la nouvelle 5e Bandera, de la 18e compagnie de fusiliers dirigée par le commandant Juan de Ligné. Composée de légionnaires expérimentés et de recrues disposés à mourir, la compagnie est très vite surnommée les Apaches de Vincennes. Affrontant la peur, la faim, il subit un entraînement très difficile dans les terres arides du pays. Le tercio associe une discipline impitoyable à une tolérance de tous les excès pendant les actions de guerre. Constituée en novembre 1921, sa compagnie entre en action à Buara, contre les combattants d'Abdelkrim durant la guerre du Rif. Remarqué au feu pour son courage et son sang-froid, le jeune homme évolue rapidement au sein de son régiment. Il est désigné pour commander son escadron. Très inquiet de voir son fils risquer sa vie, son père fait toutes les démarches pour le faire revenir du front. Une circulaire datée du 6 mai 1922 dans le journal officiel numéro 103 demande son retour à la vie civile. Le 5 juillet 1922, après 10 mois de service, il quitte l'armée à 23 ans avec le grade de sergent. La situation au Maroc a des répercussions politiques sur le pays. Quoique les élections de 1923 se soient déroulées normalement et sans fraude, le régime est à l'agonie. La récession économique consécutive à la fin de la guerre mondiale, la violence sociale et la déroute d'Anoual vont être à l'origine du mouvement dirigé par le général Miguel Primo de Rivera qui prend le pouvoir en 1923, mettant en place un régime autoritaire d'inspiration plus bonapartiste que fasciste. Un retour agité à la vie civile. Sur un plan plus personnel, son retour à la vie civile est marqué par les problèmes économiques de son père. Une galerne renverse le bateau que ce dernier utilise pour le négoce. Son affaire, aussi prospère soit-elle, n'empêche pas cet incident de fragiliser les revenus familiaux. Amado Granell, revenu dans la maison familiale à Valence après son engagement en Afrique, se voit dans l'obligation de travailler pour compenser les conséquences du naufrage. Il est embauché comme vendeur dans un magasin de lampes, rue Ribera. Cet emploi tranquille et routinier est une rupture violente, voire brutale avec l'âpreté des combats qu'il a menés au Maroc. Très rapidement, sa vie prend une autre tournure. Devenu électricien, profession qui le passionne, il rencontre celle qui deviendra un an plus tard son épouse, Aurora Monzo. Encore adolescente, elle travaille chez un tailleur, situé en face de l'employeur de Granell. Orpheline de père, elle vit chez ses oncles. Brun, de taille moyenne, le jeune homme aux joues bleues et au regard sombre tombe très vite amoureux de la jeune femme. Après s'être fiancé, il se marie en 1925 à l'église San Agustín de Valence, une des plus importantes de la ville. De cette union vont naître 3 enfants, Amado en 1926, puis 2 filles, Aurora en 1930 et Amparo en 1936. Bien qu'appréciant son métier d'électricien, Amado Granell est un grand passionné de moto. Son engagement dans le tercio est à l'origine de cet engouement, puisqu'il avait combattu dans un bataillon de mitrailleuses motorisées Hotchkiss. Après s'être installé dans un premier temps rue Comte de Alta, le couple part habiter en 1933 dans la petite ville d'Orihuela, à côté d'Alicante. Sportif,
Le père de famille réalise son rêve en ouvrant un magasin de motos accompagné d'un atelier de réparation. Le retour de la République. Il vit à Orihuela, les premières années de la Seconde République espagnole. Elle est proclamée à la suite des élections municipales du 12 avril 1931. La monarchie du roi Alfonso XIII voit ces élections comme une défaite puisque 40% des scrutins sont favorables aux candidats favorables à la République, notamment dans les grands centres urbains. Le roi quitte Madrid sans abdiquer. Le 14 avril, les socialistes et les républicains décrètent l'abolition de la monarchie et l'avènement de la Seconde République. L'Espagne est un pays économiquement très en retard et appauvri. La situation sociale crée de grandes divisions dans le pays au niveau économique comme au sein des classes sociales. En 1931, la population du pays compte 24 693 000 habitants. 8 millions d'Espagnols sont touchés par la misère. On dénombre 2 millions de paysans sans terre, alors que 20 000 propriétaires terriens possèdent la moitié du territoire. L'espérance de vie est de 50 ans en 1930. Sans compter les 60% d'analphabètes. Le clergé et l'armée ont un poids très important dans les structures sociales du pays puisqu'on note à titre d'exemple 15 000 officiers et 800 généraux malgré les défaites subies par l'Espagne depuis El Desastro. Le salaire moyen est de 4,27 pesetas par jour. Tous les voyants semblent au rouge pour une crise politique. Le régime autoritaire de Primo de Rivera, né après Anual, n'a rien changé à la situation. Cette parenthèse n'a fait que ralentir des échéances inéluctables, au vu de la situation espagnole depuis des décennies. Un gouvernement provisoire est formé par un avocat catholique et libéral, Niceto Alcalá Zamora. La République est dans un premier temps le fruit d'une union de différents mouvements républicains allant de la droite à la gauche avec Manuel Azaña, des socialistes comme Indalecio Prieto, ou de partis républicains galiciens ou catalans. Le 28 juin 1931 ont lieu les élections au Cortés. C'est un triomphe pour les républicains et les socialistes. Manuel Azaña, issu de la gauche démocrate et jacobine de la gauche républicaine, est nommé chef du gouvernement. Ce juriste, francophile et admirateur des institutions de la Troisième République française, devient la clé de voûte du nouveau régime. Pendant 5 ans, le gouvernement s'attaque à des dossiers très importants comme la répartition des terres, la réorganisation de l'armée, l'extension du suffrage universel aux femmes et aux soldats ou encore à l'entrée de l'Espagne dans la Société des Nations. La question religieuse fragilise pourtant sa propre majorité. La démission de piliers de ce premier gouvernement, les catholiques Niceto Alcalá Zamora, Antonio Maura ou le ministre de l'Agriculture Miguel Jiménez Fernández, marquent les limites de la politique menée par le gouvernement d'Azaña. Malgré de réelles avancées, les tensions internes finissent par freiner les réformes. En 1933, Azaña est battu par la droite de la Confédération espagnole des droites autonomes de José María Gil Robles, un journaliste catholique considéré comme le Dollfuss espagnol. Le radical Alejandro Lerroux, plus républicain que Gil Robles, est amené à composer un gouvernement par le président Alcalá Zamora, un catholique libéral. En octobre 1934, la politique économique très libérale et très conservatrice provoque des grèves dans les Asturies puis dans tout le pays que l'armée va réprimer. Avec déjà à sa tête un certain Francisco Franco. L'avènement du Front populaire, l'engagement d'un militant républicain. Le 16 février 1936, le Front populaire gagne les élections. Composé du Parti socialiste ouvrier espagnol, du Parti communiste espagnol et de la gauche républicaine, il remporte une courte victoire. Azaña devient président de la République. La réforme agraire redevient un enjeu très important et une priorité du gouvernement. Mais cette victoire est contestée. Des bagarres de rue opposant des militants des deux camps éclatent un peu partout. Amado Granell Mezado vit ce climat politique comme des millions d'Espagnols, en père de famille au milieu de ses enfants, de sa femme, dans son commerce à Orihuela. Il le ressent surtout en fervent républicain. Il n'appartient pas à cette droite réactionnaire et catholique composée en majorité de l'Église, d'une poignée de militaires et de propriétaires terriens. Il n'est pas non plus un adepte des positions révolutionnaires et jusqu'au boutiste,
très présente chez les communistes ou les anarchistes. Pur autodidacte, homme instruit, il appartient à cette gauche modérée, démocrate et laïque, héritage dû en grande partie à son passage dans l'armée, profondément attaché à la République et à ses institutions. Il rejoint en toute logique au début des années 30 le parti d'Azaña, la gauche républicaine, tout en militant comme syndicaliste à l'Union générale des travailleurs. Il prend rapidement des responsabilités syndicales au niveau régional. En 1934, il est l'un des principaux organisateurs de la grève générale d'Alicante. Amado Granell Mesado naît dans un pays politiquement fragile, ayant connu 3 régimes successifs à 33 ans. Les 10 mois qu'il effectue comme légionnaire sont 10 mois qui vont durablement contribuer à former l'homme et le citoyen qu'il va devenir. Le nouveau régime devient à ses yeux le seul capable de faire émerger des forces vives du pays. La République, démocratiquement élue, apparaît comme l'institution capable de pacifier la société espagnole et de faire les réformes structurelles indispensables au pays, pour rattraper son retard face aux autres États européens. Enfant de la classe moyenne, citoyen soldat devenu électricien puis commerçant, il est l'exemple parfait de cette nouvelle génération d'Espagnols issus du peuple, farouchement décidés à rompre avec le conservatisme ambiant en prenant les rênes de la nation. Né l'année du désastro, son engagement au RIF marque ainsi une transition entre l'Espagne impériale décadente dirigée par l'orgueil de quelques familles, et l'urgence d'un renouveau politique symbolisé par ces couches sociales nouvelles, jadis immortalisées en France par Léon Gambetta, soucieuse de défendre les libertés politiques et la démocratie. L'avènement de ce nouveau régime provoque des remous dans chaque camp et ce, malgré la tentative du gouvernement d'apaiser les âmes. Ces événements prédisposent l'Espagne à une crise certaine à laquelle ce démocrate de bataille est déjà pieds et mains liés. Tel est peut-être le prix de la résurrection. La Galerne, qui avait causé tant de préjudice aux affaires familiales, était peut-être la preuve que le vent avait enfin tourné dans ce si beau pays d'Espagne. Chapitre 2 – Un officier républicain face à Franco. Le putsch du 18 juillet 1936. Dès son avènement, la République espagnole ne laisse personne indifférent. Malgré une large coalition alliant la bourgeoisie progressiste, les ouvriers et des petits paysans, elle apparaît contestée. À sa gauche, les anarchistes considèrent que la République ne va pas assez loin dans ses réformes. Ils pratiquent des exactions contre les biens ecclésiastiques et parfois même à l'encontre des symboles de la République. À sa droite, le danger met plus de temps à émerger mais va s'avérer le plus dangereux. Propriétaires terriens, officiers d'Afrique et une grande partie de l'Église se structurent progressivement contre les réformes du gouvernement. La contestation est ancienne et profonde au sein de l'armée comme dans de grands pans de la société espagnole, en particulier dans la bourgeoisie catholique et l'épiscopat. La question du régime n'est pas pour le moment... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.